Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce troisième volet de notre série de webinaires sur la gestion des identités et des accès. Donc, vous êtes nombreux aujourd'hui à nous rejoindre encore une fois. Donc, signe que ce sujet il mobilise beaucoup au sein de vos DSI. Alors aujourd'hui, je suis accompagné donc de William Elmidoro, qui est donc responsable de production au sein du CH de Métropole de Savoie, donc qui souhaitait nous faire un retour d'expérience sur la mise en place de la gestion des identités et des accès dans son établissement. On a également aussi avec nous M. Régis Kaminski de la CAIH qui va venir nous parler à la fin de ce webinaire donc, du marché Elodie qui vous permet de faire l'acquisition de ces solutions de gestion des identités et des accès. Et enfin, je serai accompagné aussi de notre ingénieur avant-vente, Oussama Lafar, qui sera un peu notre caution technique tout au long du webinaire. Si vous avez des questions pointues techniquement, il sera un plaisir de vous y répondre à la fin du webinaire. Voilà, donc ce webinaire, il est prévu pour durer 1 heure. Vous pouvez poser vos questions donc, sur le volet de droite. Il y aura également un sondage si vous avez quelques minutes pour y participer. Et donc, on va commencer tout de suite par la présentation de notre société. Alors, ILEX International, donc, on a fêté nos 30 ans en 2019 et au début des années 2000, on a décidé de prendre le virage de l'IAM, donc de devenir spécialiste de l'IAM, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un acteur majeur en France de tout ce qui concerne la gestion des identités et des accès. Notre approche, nous, on souhaite mettre l'accent sur la souveraineté de la cybersécurité française. Donc, à ce titre-là, on participe et on est fondateur avec d'autres éditeurs de logiciels français du consortium Exatrust pour mettre en avant tout ce qui est la cybersécurité française. Ce qu'on peut dire sur notre société également, donc, c'est qu'on est implanté en France, bien entendu, et on consacre 20% de notre budget annuel à la recherche et développement. Voilà. On a plus de 300 clients, 14 millions d'utilisateurs, des chiffres qui évoluent bien entendu en permanence. On est associé à pas mal de partenaires, donc, comme la CAIH qui nous accompagne aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, on est avec William qui nous vient du secteur de la santé, mais notre société s'adresse à tous les secteurs. Donc, comme vous voyez à l'écran, donc on est présent dans le monde de la finance, donc dans les plus grandes banques françaises telles que le Crédit Agricole, BPCE, Natixis. Mais on va être aussi présent dans l'agroalimentaire, l'industrie et la santé. Voilà pour la présentation de nos sociétés. Bon, si vous avez des besoins de compléments, on pourra vous les apporter à la fin du webinaire. William, je te laisse nous présenter le CH Métropole Savoie. Oui, écoutez, bonjour à tous. Merci d'abord à ILEX pour cette invitation et merci à toutes les personnes présentes. Je vais rapidement vous présenter le centre hospitalier Métropole Savoie pour que vous ayez quand même le contexte. Le centre hospitalier Métropole Savoie est donc l'établissement qui regroupe les centres hospitaliers d'Aix-les-Bains et de Chambéry en Savoie, né d'une fusion en 2015. Date importante dans la présentation, ça va être l'ouverture du nouvel hôpital qui s'est fait fin 2015 et qui est l'élément déclencheur du projet d'IAM et qui va construire ce projet. L'hôpital Métropole Savoie est donc l'établissement support pour la GHT, on le verra sur le slide de d'après. Pour mes collègues hospitaliers et pour les autres, bien entendu, le CHMS est un établissement de taille conséquente. On a à peu près 5000 agents. Et pour des chiffres qui vont parler sur le projet, on a équipé d'à peu près 5300 supports de type badge d'établissement. Alors, il y en a plus que d'agents, étant donné qu'on a du personnel extérieur. Dans le cadre de ce projet, on va automatiser à peu près 2000 portes sur l'établissement. Et on a, bien entendu, on le verra, en self et un distributeur de tenues professionnelles qui sont connectés à cette IAM. Sur la partie GHT, c'est un groupement hospitalier de territoire qui va regrouper 9 établissements sur le département de la Savoie et sur le budget sud avec l'hôpital de Belay.
C'est un bassin de population de 450 000 habitants. On est sur une GHT de taille moyenne, mais extrêmement étendue géographiquement, avec notamment une direction commune entre les établissements de Chambéry, d'Albertville et de Belay. D'accord. Donc, William, tu nous expliquais donc que vous aviez construit donc ce nouvel hôpital en 2015. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à mener une réflexion autour de la gestion des identités et des accès? Oui, alors c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est une date fatidique dans la création du projet. Le nouvel hôpital, c'est un nouvel hôpital qui est sur le site de Chambéry, qui est un hôpital bien entendu moderne et qui nous a apporté de nouveaux services. Et c'est donc la création de ces services, l'arrivée de ces nouvelles prestations qui nous a obligés à nous poser la question de maîtriser nos identités et d'automatiser la gestion des accès et des habilitations. Alors, sur ce slide qui est assez parlant, hein, on a la situation d'un employé du CHMS, de la vie de cet employé si nous n'avions pas automatisé les flux par un IAM. Cette personne aurait dû, dans une journée de travail, utiliser 3 cartes d'accès différentes, de technologies différentes, aurait dû potentiellement utiliser au moins 8 logins mots de passe de types différents, des codes PIN pour un distributeur de blues et puis des logins mots de passe pour l'accès au SI. Ceci lui aurait coûté plus de 30 connexions par jour au minimum et lui aurait fait perdre environ 10 minutes. On sait particulièrement en ce moment que le temps des soignants et des médecins est plus que précieux. Donc ce temps perdu, c'est du temps perdu, du temps qui n'est pas consacré à nos patients. Rajouter à cela, bien entendu, hein, la problématique très importante des entrées-sorties et des mutations, qui complexifiait encore plus la vie d'un employé du CHMS à l'ouverture du NH. D'accord. Donc ça, William, c'est la vision donc côté agent hospitalier. Tu voulais nous parler également de la vision, enfin du contexte côté informatique, dans ce qui te concernait particulièrement. Tout à fait. On va retrouver une problématique aussi très importante pour les administrateurs au sens générique du terme. Hein. Donc, on va retrouver à la fois des administrateurs techniques, principalement à l'informatique, mais aussi des administrateurs fonctionnels, des référents métiers qui vont devoir et qui sont déjà, hein, avant la construction de ce nouvel hôpital, face à des problématiques de gestion d'habilitation. Donc, encore plus avec l'arrivée de ces nouveaux services, on se retrouve face à ces spaghettis, hein, ce sac de nœuds qui va complexifier énormément le travail des référents et des administrateurs. Vous le connaissez, hein, vous le connaissez déjà, et quelles sont les conséquences de tout cela? C'est des problématiques, bien entendu, de traçabilité, hein, des problèmes de respect de politique d'habilitation, hein, qui complexifient énormément les choses. On l'a dit, hein, une perte de productivité pour tout le monde, et bien entendu des problématiques pour amener des éléments de preuve et respecter les politiques par rapport notamment à l'ensemble de nos certifications. Kamel, tu es en mute. Kamel, on ne t'entend pas. Ah, oui. William, est-ce que tu peux nous parler un peu des réglementations auxquelles vous pouvez être soumis dans les établissements de santé français? Oui, alors il y en a plusieurs, hein, mes collègues les connaissent très bien. On a la première qui me vient à l'idée, c'est la certification des comptes, qui aujourd'hui intègre des volets SI très importants, qui demande de plus en plus, à rythme très régulier, des éléments assez normés autour des volets d'habilitation, notamment sur les logiciels qui produisent de l'activité financière. On a aussi le programme H-Open, hein, qui est un programme de financement
des hôpitaux, notamment sur la partie numérique, qui va aussi qui peut être très chronophage sur la production de ces éléments, de ces états. Et puis, on a plein de certifications, notamment la certification COFRAG pour les laboratoires. Et toutes ces certifications, aujourd'hui, intègrent de toute façon un volet SI sur lequel on nous demande souvent la même chose et qui simplifie cette production et est extrêmement simplifiée avec la mise en place d'un IM, notamment comme MPP. D'accord. Donc, tu nous as un peu posé le contexte et les enjeux lors de ce projet de nouvel hôpital, donc ce à quoi vous avez été confrontés. Est-ce que tu peux nous parler un peu du planning qui a été décidé, donc une fois que vous avez eu les dates d'emménagement dans ce nouvel hôpital? Oui, donc c'est un projet alors qui s'étend sur plusieurs années, car dans ce cadre, on a aussi intégré le volet authentification unique, avec la partie Sign and Go SSO. Nous, on était contraints par une date clé qui était l'ouverture du nouvel hôpital. Donc, c'est un projet qui est allé assez vite, mais qui a commencé donc par la mise en place de l'IAM sur 2015, avec des modules clés, des fonctionnalités clés qui étaient notamment la mise en place d'un provisioning sur la partie de la gestion des accès physiques. Donc, comme je vous l'ai dit, on a plus de 1900 portes sur le nouvel hôpital qui sont connectées à un système. Et il nous fallait, bien entendu, à l'ouverture du nouvel hôpital, permettre l'ouverture de ces portes, permettre le fonctionnement du réseau pneumatique et permettre la distribution des blouses. Donc voilà, la date clé, c'était 2015, avec après la mise en place du SSO sur l'année suivante. Ok, merci William. Donc, une fois que vous avez fait donc, le constat, le besoin défini des plannings prévisionnels, vous êtes mis en quête d'une solution ou de plusieurs solutions de gestion des identités et des accès pour répondre à votre besoin. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette démarche? Alors, ce qui était important pour nous, alors déjà parce qu'on était contraint par le temps, mais aussi pour des questions pratiques, c'était que la solution réponde à l'ensemble de nos problématiques et à l'ensemble des briques qu'on souhaitait informatiser. Donc, on le voit en fait sur ce slide, on va retrouver 5 briques principales, la gestion des identités, avec notamment une gestion fine des populations, la gestion des accès, avec la notion de validation et la notion de groupe, la notion de provisioning, donc on a la notion de workflow et de catalogue de services, et l'authentification unique, on l'a dit, le SSO, avec notamment la gestion des accès physiques et des cartes et du SSO. Bien sûr, vient se greffer à ça la notion d'administration, de pilotage et d'audit, qui est très important. On l'a dit notamment dans le cadre des certifications. Tout ça doit être alimenté par des flux de données automatisés et manuels et doit provisionner plein de services. On va le voir, on en a déjà cité, l'accès physique, le self, et puis bien entendu des applications qu'on va provisionner. Donc on avait vraiment besoin d'une suite logicielle qui nous permettait de répondre à l'ensemble de ces briques et de ces fonctionnalités. Donc à ce moment-là, si on refait l'histoire, vous avez décidé de vous diriger vers notre société pour répondre avec la solution de gestion des identités, de gestion des accès et de gestion de carte management system. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, ton retour d'expérience à proprement parler, Oussama, est-ce que tu peux nous présenter un peu la couverture fonctionnelle des solutions qui ont été choisies? Bien sûr, merci Kamal. Donc la première chose, comme Kamal l'a précisé, c'est que ILEX, on est spécialisé dans la gestion des identités et des accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos solutions, ils vont implémenter l'ensemble des fonctionnalités pour répondre aux besoins du marché de la gestion des identités et des accès, notamment des fonctionnalités qui vont être sur la partie identité. Donc, on va parler de workflow, de gestion de provisioning, de recertification, et aussi des fonctionnalités qui vont être plutôt sur la partie accès, que ce soit la fédération d'identité ou bien l'authentification d'un point de vue global avec ses différents formats, que ce soit une authentification multifacteur, une authentification adaptative, mais aussi
la partie poste de travail que nous gérons avec notre fonctionnalité Enterprise SSO. Alors, pour commencer, vous montrer un petit peu les solutions qui ont été utilisées par le CHMS. Donc, la première solution, donc c'est MPP, qui est Meibo People Pack. Donc, c'est une solution de gestion des identités, une solution packagée, donc qui va apporter l'ensemble, donc prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'elle va apporter l'ensemble des fonctionnalités pour répondre à tous les besoins de la gestion des identités. La première fonctionnalité que va vous apporter MPP, ça va être un référentiel centralisé où on va stocker l'ensemble des identités, des organisations, des profils, etc. Et c'est sur ce référentiel qu'on va mettre en place un modèle de droit. Donc, ce modèle de droit va permettre de dire ce profil ou ce groupe ou cette population d'utilisateurs, ils auront accès ou pas, par exemple, à un ensemble de ressources. L'idée ici, justement, avec MPP, c'est d'inscrire ces utilisateurs dans des workflows ou des processus qui vont permettre de gérer justement le cycle de vie de ces utilisateurs-là à partir de leur arrivée et potentiellement s'ils changent de département, par exemple, s'il y a une mutation, jusqu'à leur sortie. Et on va aussi, bien évidemment, avoir la possibilité dans cette partie workflow ou processus d'offrir à l'utilisateur du self-service et pouvoir l'inscrire dans un processus d'attribution de ressources. Donc aussi une partie très importante dans la gestion des identités, ça va être le provisioning. Donc le provisioning sur MPP va nous permettre de faire principalement deux choses. La première, ça va être d'alimenter la solution, d'alimenter le référentiel centralisé. En général, ça va être la première action technique dans le projet. Et la deuxième partie va me permettre de partir écrire sur les différentes bases applicatives, justement pour créer des comptes, pour modifier. Donc, autour de ça, c'est-à-dire du moteur de provisioning, de la partie workflow, nous avons une fonctionnalité d'audit. Cette fonctionnalité d'audit, elle est aussi très, très utile, puisqu'elle va me permettre justement de dire quel utilisateur a accès à quelles ressources, ou bien quels sont les utilisateurs on peut lister les utilisateurs qui accèdent à une ressource, ou bien on peut le faire de l'autre côté. Mais aussi, on peut auditer, avoir des informations très précises sur le déroulement de mes processus. C'est-à-dire qui a déclaré la demande, qui a déclaré l'arrivée si c'est une déclaration manuelle, qui a validé, donc combien de temps ça s'est passé. Donc on peut avoir ces informations pour améliorer ma configuration. Et finalement, sur MPP, je vais aussi trouver une fonctionnalité très intéressante, donc qui est la recertification, qui va permettre de recertifier et de demander aux différents managers ou bien aux responsables applicatifs, est-ce que c'est légitime qu'un utilisateur ou qu'un ensemble des utilisateurs ait ces habilitations-là? Et comme je disais, c'est une fonctionnalité très importante parce qu'elle va me permettre aussi de voir si mon modèle de droit, donc il a bien été configuré. Sinon, donc je peux modifier, voire réajuster mon modèle de droit par rapport aux résultats que je peux avoir sur les campagnes de recertification. Donc ça, c'était pour la première solution qui a été utilisée, donc qui répond à toutes les fonctionnalités de gestion des identités. La deuxième, donc on a parlé d'accès, ça va être notre solution globale, donc qui s'appelle Sign & Go, Global SSO, donc qui est une solution de Global SSO qui va permettre de répondre à l'ensemble ou d'adresser l'ensemble des problématiques de la gestion d'accès. Donc, à savoir les deux principales fonctionnalités de la gestion d'accès, c'est-à-dire l'authentification et l'autorisation. Donc, on va pouvoir authentifier l'utilisateur de différentes façons. Donc, la solution, elle va implémenter différentes méthodes d'authentification avec la possibilité, bien évidemment, de faire du multifacteur, mais aussi de l'authentification adaptative. Donc, avec Sign & Go, on aura la possibilité d'enrôler tout type d'applications, que ce soit avec des applications, par exemple, qui vont être compatibles avec les normes de fédération d'identité, aussi des applications qui ne seront pas forcément capables de parler ces standards-là, comme SAML, O2, OpenID Connect. Donc, à ce moment-là, on va utiliser la fonctionnalité de WebSSO. On a aussi toute la partie poste de travail avec l'Enterprise SSO. Donc, on est aussi capable d'enrôler les applications clients lourds de l'AS400, etc., mais aussi protéger le poste de travail, c'est-à-dire proposer à l'utilisateur déjà des mécanismes d'authentification avant d'ouvrir sa session Windows.
Et on va aussi être capable de protéger toutes les applications, que ce soit des applications mobiles natifs, Android par exemple, ou des applications web dans un environnement mobile. Et autour de tout cela, bien évidemment, comme pour la partie identité, donc il y a une fonctionnalité d'audit, mais cette fois qui va me permettre de savoir qui accédait à quoi, ou par exemple, quel est le taux d'utilisation d'une application, ou quel est le taux d'utilisation d'un moyen d'authentification. Donc, c'est très intéressant aussi. La troisième solution qui a été utilisée, c'est la solution Sign and Go CMS. CMS, c'est pour Card Management System. Donc, la question qu'on se pose en général quand on fait de l'authentification multifacteur ou du passwordless à base de dispositifs, c'est comment je vais gérer justement le cycle de vie de ces dispositifs-là. Donc, que ce soit des cartes ou bien des clés USB, justement, c'est ça la problématique que va répondre Sign and Go CMS. Donc, l'idée ici, c'est de gérer le cycle de vie des supports d'authentification, peu importe le parc, peu importe la nature, c'est-à-dire on peut gérer des clés USB, des cartes, des mobiles, et peu importe la technologie, que ce soit du RFID, du NFC, du MIFARE, etc. La solution va aussi permettre de faire un lien avec le PKI, mais pour gérer tout ce qui est génération, révocation, etc. Mais le plus important ici, ça va être la possibilité de mettre en place des workflows qui vont permettre d'offrir à l'utilisateur des fonctionnalités en self-service pour demander un dispositif, demander un certificat, révoquer, etc., etc. Donc, autour de tout cela, comme pour la solution de gestion des identités et la solution de gestion d'accès, j'aurai bien évidemment une fonctionnalité d'audit, mais cette fois qui va me donner des informations sur le cycle de vie des supports, quand est-ce qu'ils ont été attribués, comment ils ont été attribués, si c'était inscrit dans un workflow qui a validé cette attribution-là. Et bien évidemment, je peux avoir un audit, une liste de tous les supports qui sont actifs dans mon système d'information. Merci Oussama pour cette présentation de la couverture fonctionnelle. Donc on voit bien qu'avec les 3 solutions qui ont été choisies par le CH Métropole Savoie, ça leur permettait avec notre société de couvrir l'ensemble des besoins au niveau de l'IAM. Donc William, toi tu voulais nous refaire un petit retour. Donc une fois qu'on avait posé le cadre de l'expression du besoin, qu'on a présenté un peu les fonctionnalités, tu voulais nous dire ce qui était la cible attendue sur l'exemple, par exemple, de l'infirmière, l'arrivée d'une infirmière tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, si on prend l'exemple dans le processus d'arrivée, qui est un processus intéressant, là, on rentre un peu dans le détail. On voit qu'on a en haut à gauche la source, qui est notre source principale qui provient du SIRH Agir, qui va donc populer automatiquement l'IAM. D'identité administrative, avec toutes les informations qu'on peut avoir dans un SIRH. En deuxième étape, on va avoir potentiellement des phases de validation et d'approbation faites par l'ARH ou par l'encadrement qui va permettre de valider certaines ressources ou d'en interdire d'autres. Et on rentre tout de suite dans la brique qui est la plus intéressante, qui est le provisioning. Donc, dans nos exemples, on va à la fois approvisionner des bases techniques, comme l'Active Directory ou le SSO, et on va aussi provisionner des applications métiers. Donc, on en a fait plusieurs via des systèmes de provisioning, soit par fichier à plat, soit par intégration directe en SQL, base de données, ou par web service. Et on va aussi approvisionner des systèmes de services, comme on l'a déjà cité, les accès physiques, les badges et le système de pneumatique. Enfin, bien entendu, une des fonctionnalités les plus attendues en termes d'exploitation, c'est la gestion de l'audit avec la création de profils différents dans le logiciel qui vont vous permettre d'exploiter le produit ou de l'auditer et de sortir des états. D'accord. Donc William, quand on a commencé à échanger sur la création de ce webinaire, toi tu as insisté, tu avais à cœur de nous parler des étapes clés de ton projet, en particulier deux grosses étapes qui étaient le côté organisationnel d'un projet d'IAM et aussi
la phase indispensable de spécification. Donc, on peut commencer par l'organisation, si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Alors, l'organisation, je pense que vous vous en doutez, mais sur un projet d'IAM, c'est quand même la clé de la réussite. On est dans des contextes qui sont extrêmement multimétiers, multidisciplinaires. Alors, c'était aussi une particularité du projet au CHMS, mais un projet d'IAM, c'est un peu une boîte de Pandore. C'est que on l'ouvre sur un dossier et en fait, on se retrouve avec plein de problématiques à gérer qui va quelquefois sortir un peu des prérogatives habituelles de la gestion de projet dans projet système d'information. Donc, c'est vrai qu'une des étapes clés, c'est la mise en place donc, d'un groupe projet extrêmement multidisciplinaire. Donc, ici, on l'a copiloté avec la DRH, c'est très important. On est quand même sur la gestion d'identité. La gestion d'identité, elle est maîtrisée par la RH. Mais vous voyez, on retrouve aussi beaucoup d'autres acteurs, notamment la mission comme marketing sur les aspects badge, le service technique sur l'aspect gestion des accès physiques, le sponsor habituel qui est la direction générale. Mais voilà, je pense qu'il est très important, si je peux donner un petit conseil de par mon expérience, c'est de ne pas hésiter à introduire tout de suite les acteurs, parce que vous le savez tous, en gestion de projet, il est très difficile de faire entrer des acteurs a posteriori le démarrage du projet. Oui, merci William. Nous, en tant qu'éditeurs, enfin, avec notre expérience également sur les plus de 300 clients qu'on a, c'est de dire cette phase-là, dans un projet de gestion des identités, elle est indispensable et il faut y consacrer du temps et impliquer, comme disait William, dès le départ les personnes, déjà pour avoir leur adhésion. Sans ça, on se rend compte que les projets n'aboutissent pas et finissent dans le mur, entre guillemets. Donc, bien impliquer tous les services qui auront des actions à faire au cours du projet. Les projets d'identité, c'est un projet organisationnel, si on doit retenir quelque chose. Voilà. Ça, c'était la première des étapes clés. Tu souhaitais aussi nous parler donc de la phase d'atelier spécification qui était aussi très importante à tes yeux. Oui, alors c'est une méthode qui nous a été proposée par notre intégrateur, qu'on a retenu et qui est extrêmement efficace. Vous le voyez, il y a une multiplicité des acteurs, mais il y a aussi une multiplicité des sujets. Et donc, on a décidé de le mener par atelier, c'est-à-dire que de convier les acteurs qui étaient les plus pertinents sur les problématiques qu'on rencontrait et qui sont aussi très liées au contexte du projet. Vous allez ce que je vous présente, ça va sûrement pas être calcable sur n'importe quel type de projet d'IAM. Mais en tout cas, chez nous, on a dû, par exemple, mettre en place un atelier autour de la gestion, de la mise en place des badges d'établissement. Donc, quelle technologie, quel graphisme, pour quelle utilité. Un atelier qui est un peu un atelier qui construit un peu le projet, qui est central, c'est le projet de la donnée. D'où provient la donnée? Est-ce qu'elle provient uniquement du SIRH? Est-ce que j'ai d'autres acteurs qui vont saisir de la donnée dans MPP, dans l'IAM? La qualité, qu'est-ce que je prends comme données? Comment je construis mes populations à partir de ces critères? Voilà, donc ça c'est un atelier très important. On a eu un atelier autour des accès physiques, qui a été très propre à notre projet, avec la mise en place de zoning géographique, quelle zone j'ouvre par rapport à quel type de population j'ai créé dans MPP. Voilà, donc ça c'était des projets, des ateliers. Au début, on n'avait pas vraiment ciblé ce type d'atelier. Donc voilà, c'est des ateliers qui ont été très importants à mener. Mais il y en a d'autres, bien sûr, autour de l'organisation, des flux d'informations, on en reparlera tout à l'heure. Et puis d'autres, peut-être un peu plus rapides, qui sont autour de la gestion de l'annuaire, par exemple, et des provisioning métiers, où là, on va intégrer les acteurs, les référents métiers autour de ces réflexions-là. D'accord. William, si je peux ajouter, donc avec notre solution Meibo People Pack, on fournit une méthodologie. Donc, pour mettre en place tous ces ateliers-là, ils sont définis, il y a 5-6 ateliers de base. Donc, bon, c'est modulable, vous pouvez en rajouter, comme pour le CH de Métropole Savoie qui avait une problématique d'accès physique et de cartographie. Vous
qui a créé un nouvel atelier. Mais nous, on fournit déjà de base une méthodologie avec le produit. Des documents à remplir en phase de spécification qui vont vous aider à guider votre projet de gestion des identités lors de la phase de spécification. Très important. Voilà. Là, on a parlé un peu des phases clés du projet. Toi, maintenant, William, tu souhaitais nous faire un retour d'expérience donc sur tous les points techniques que vous avez dû arbitrer dans votre projet. Donc, en premier lieu, tu voulais nous parler donc déjà du choix du support d'authentification pour faire l'authentification forte. Tout à l'heure, Oussama nous avait expliqué qu'avec notre solution Sign & Go, on avait un large choix de solutions, de schémas d'authentification, de supports d'authentification utilisables. Vous avez fait le choix de partir sur la carte CPS, de faire un choix entre la carte CPS et la carte d'établissement. Si tu peux nous faire un petit retour sur ce choix-là, quoi. Oui, et justement, on n'a pas pris la carte CPS, pour spoiler un peu. En fait, on a, donc, comme beaucoup de projets d'IAM, dans le cadre où on intègre la partie CMS, il a fallu faire le choix d'un support, un support physique, à la fois pour s'authentifier auprès du SSO, mais aussi pour l'ensemble des accès physiques, et puis aussi pour servir d'identification. On n'avait pas de système d'identification de ce type-là au centre hospitalier. Donc, vous voyez un petit peu les différents items qu'on a étudiés autour de ce combat de cartes. La carte CPS, alors parce que ça parle peut-être pas forcément à tous nos participants, la carte CPS, c'est pour carte professionnelle de santé. Ce sont des supports qui sont remis via normalement les ordres, par exemple l'ordre des médecins pour les praticiens, qui sont remis aux personnes qui doivent intégrer le système d'information de santé national. Donc, ça sert notamment, par exemple, à vos médecins traitants pour faire d'encaissement ou s'authentifier à des outils comme le DMP, le dossier médical personnel. Donc, c'est quelque chose qui équipe une partie de la population des hôpitaux, pas tous, une partie des soignants, une partie des paramédicaux, une partie des médecins. Et donc, on aurait pu utiliser ce système-là, qui est un système à carte à puce et MyFair, mais on s'est heurté tout de suite à des problématiques très terrain, qui étaient notamment l'approvisionnement de ces cartes. On ne maîtrisait pas l'approvisionnement, on avait une partie de la population qui n'était pas équipée, on avait besoin d'équiper des personnels extérieurs, des gens qui viennent la nuit pour faire du dépannage des intérimaires. Donc, pour être franc, on s'est vite orienté vers un système qu'on maîtrise, un système sur lequel on est indépendant et qui sont des badges d'établissements génériques sur lesquels on préimprime des informations et qu'on gère totalement via le CMS, via l'outil d'Ilex, autant sur la partie impression que sur la partie enrôlement et sur la partie diffusion du code dans les applications métiers. Ce qui fait que quand on imprime le badge, et quelques minutes après, le code MyFair, donc c'est la technologie sans contact MyFair, est automatiquement diffusé dans les applications. Donc on a mis ça en place avec l'ouverture du NH et on a pu imprimer plus de 4500 badges au démarrage en quelques semaines et équiper et rendre actifs ces badges dans le cadre du démarrage du projet. D'accord. Donc aujourd'hui, en résumé, chacun de vos agents dans l'établissement utilise la même carte pour le parking, pour la cantine, pour l'accès physique aux locaux, donc chacune des portes du contrôle d'accès physique, et pour l'accès logique. Tout à fait. Très bien. En termes de retour d'expérience, William, tu voulais aussi nous parler donc, des flux d'informations en place maintenant. Oui, alors c'est une étape, c'est un point qui me tient à cœur parce qu'on avait quand même de gros soucis et je pense que c'est partagé avec beaucoup, soit de grosses structures, soit de centres hospitaliers, d'accueil. L'accueil des nouveaux arrivants était une vraie problématique et on a pu la gérer d'une certaine façon ou l'améliorer grâce à MPP, grâce à la mise en place d'un IAM, en automatisant le flux d'informations. Donc, c'est-à-dire qu'à l'arrivée de la personne, et donc à la saisie dans le SIRH, et donc la remontée dans MPP qui est fait immédiatement, on peut automatiser des flux d'informations et donc tenir au courant des référents, l'encadrement, la personne elle-même, la partie RH, de son arrivée et donc des différentes tâches que ça va demander
soit des tâches automatiques, soit encore des tâches manuelles. Donc là, on voit dans l'exemple, dans le slide, l'arrivée de cette personne. On peut paralléliser 3 flux d'informations en flux système d'information qui va nous permettre de créer le compte AD et de populer des bases techniques. Le flux RH qui va permettre de dématérialiser le guide de remise du badge, de la signature et de l'intégrer dans une GED. Et le flux application métier, on l'a dit, avec le provisioning, mais aussi l'information auprès du cadre que le compte au dossier patient a été créé, que les comptes métiers sont faits, et donc que la personne, en arrivant le jour J, est opérationnelle et a les bonnes informations pour pouvoir travailler dès son arrivée. D'accord. Donc, lors de toute cette présentation, on a fait le choix, pour avoir un fil conducteur, de garder le même cas d'exemple, donc l'arrivée d'une infirmière au sein du CH de Métropole Savoie. Avec notre solution de gestion des identités, on a la possibilité de gérer toutes sortes de processus, donc comme l'expliquait Oussama tout à l'heure. Est-ce que vous avez mis en place, William, d'autres processus dans le cadre de votre projet? Alors, on en a mis d'autres parce qu'on les a à peu près tous mis. Enfin, tout le cycle de vie d'un employé est automatisé dans MPP. Que ce soit sa mutation, son départ avec le déprovisionnement des comptes, qui est une des étapes, c'est une des plus importantes d'un point de vue sécurité, d'un point de vue respect de la traçabilité. Voilà. Donc, on a mis en place l'ensemble du cycle de vie d'un utilisateur dans MPP. Donc, on l'a dit, arrivée, départ, mutation, congé, arrêt maladie, voilà, toute la vie. Ok. Donc, pour aller plus loin, donc dans la solution Mebo People Pack, on a des processus standards, donc dont parlait William, donc l'arrivée, la mutation, la sortie, des processus de longue absence. On a aussi la possibilité de décliner ces processus-là en processus personnalisés si on souhaite différencier, par exemple, l'arrivée d'un interne et l'arrivée d'un prestataire externe. Donc, ça laisse beaucoup de possibilités en termes de workflow. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait le retour d'expérience, William, tu souhaitais nous faire un petit retour sur le bilan et les perspectives de ton projet au CH? Oui, tout à fait. Donc, le bilan, alors le bilan, il est immédiat. Il est immédiat en termes notamment de sécurité, vous vous en doutez bien. En ce moment, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que permettre une sécurisation des flux immédiats via une solution de TPM, on les mesure immédiatement. Je vous ai parlé aussi des gains en termes de satisfaction d'utilisateur avec des arrivées améliorées en termes de flux d'informations. Et puis, bien entendu, on retrouve les gains habituels autour d'un IAM, autour notamment des coûts. On a des gains de temps autour de l'administration et donc des gains de coûts. Et en termes de traçabilité, on se retrouve face à un outil qui peut nous aider sur l'audit et qui peut nous aider sur la production d'éléments de preuve, notamment pour les certifications. Donc voilà, les 3 gains principaux pour l'établissement, ça a été la mise en place d'un référentiel unique d'identité et donc sa maîtrise, la maîtrise de la gestion d'une vraie politique d'habilitation, ce qu'on n'avait pas avant, la sécurisation des processus avec la production d'état qui va permettre d'amener des éléments de preuve aux certifications, et puis une automatisation, une industrialisation des processus RH qui va bien entendu améliorer la satisfaction, la traçabilité et l'ensemble de ces briques qu'on retrouve dans le slide. Voilà. Oui, c'est bien résumé, William. C'est ce qu'on constate chez chacun de nos clients. Ce sur quoi on insiste également, donc on n'y pense pas souvent, les projets, comme tu disais, d'IAM permettent, on y pense en premier pour des contextes de sécurité. On parle rarement du ROI financier, donc qui peut être un déclencheur de ce type de projet-là dans vos organisations. Donc, nous, on essaye de quantifier un peu l'apport financier qu'on peut
proposées. Sur la partie gestion des identités, étant donné que chaque organisation est un peu différente, c'est difficilement quantifiable. Ce qu'on sait par contre, c'est que sur la partie gestion des accès et card management system, donc gestion des supports d'authentification, on arrive à le quantifier, c'est à peu près 80% d'appels au support en moins. Donc William peut peut-être nous le confirmer dans son cas particulier. Oui, alors c'est vrai que je te rejoins, hein, le ROI sur la gestion des identités, elle est compliquée à mesurer, ça c'est clair, en tout cas financièrement. Vous allez vite en termes de sécurisation, mais on sait que la sécurité, c'est pas toujours, c'est un investissement aussi, hein. Sur les cartes, c'est évident que l'appel à la hotline, notamment dans le cadre aussi de la mise en place du SSO, qu'on a fait dans un second temps, nous a fait gagner énormément en termes de charges sur le helpdesk. Et le CMS, alors, on avait un système de cartes avant qui était un système de cartes qui servait qu'à la gestion des accès physiques. Vous imaginez bien tous que si on avait dû mettre autant de systèmes de gestion de cartes qu'on avait de solutions, parce que c'est ce qui a été proposé par les fournisseurs. Il faut se dire qu'à la construction du NH, chaque fournisseur qui venait avec son service, par exemple le DATP, le distributeur de blues, la gestion des accès physiques, chaque fournisseur venait avec son lot de cartes. Donc voilà, là, je veux dire, il n'y a même pas à réfléchir. Le gain dans le projet CMS est absolument faramineux. Merci. Donc, on arrive un peu à la fin de ce retour d'expérience sur ce projet-là. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. S'il y a des points que vous souhaitez qu'on aborde un peu plus précisément ou auxquels on n'aurait peut-être pas répondu, vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées. On les prendra dans quelques minutes pour y répondre. En attendant, alors je ne sais pas si... Régis, tu nous entends, Régis? Oui, je vous entends. Vous m'entendez également? Oui. Alors, voilà. Bonjour. Bonjour à tous. En préambule, donc oui, je vous disais que Régis Kaminsky était avec nous pour nous parler un peu de la CIH. Bah, je te laisse la main. Oui, alors on va parler du marché Elodie parce que là, c'est la solution, elle est hyper intéressante et la question maintenant pour les établissements qui pourraient être intéressés, c'est comment l'acquérir. Donc on a référencé la suite ILEX dans le marché Elodie. Donc vous me dites, hein, Kamel, si vous m'entendez mal, hein, parce que On entend très bien, très bien. Bon. Donc on a référencé la suite ILEX dans le cadre du marché Elodie. On l'a fait pour deux raisons. Déjà parce que c'est un éditeur qui est très présent sur le marché français et qui est en plus qui a des références auprès notamment d'Exatrust. Donc c'est intéressant pour nous d'apporter cette démarche-là. Et ensuite parce que ILEX était déjà présent dans notre ancien marché SSO IAM qui était le marché SSI 07 pour ceux qui connaissaient et qui expire dans quelques mois, que nous ne renouvellerons pas, mais nous avons trouvé beaucoup plus logique de basculer le logiciel dans le marché Elodie, ce qui vous évitera, à vous, établissement, de faire une remise en concurrence pour acquérir la solution. Voilà. Donc Elodie, c'est un marché de distribution de logiciels qui est piloté conjointement par la CIH et par SCC, qui est le titulaire du marché. Si on peut passer juste, il y a une autre slide, je crois, peut-être. Oui. Voilà. À terme, l'objectif, c'est d'avoir un catalogue de référencement de solutions informatiques de 250 logiciels présents, qui vous permet aussi d'avoir les prestations associées. Donc, si vous souhaitez investir et vous équiper d'une solution IAM avec ILEX, vous avez aussi des prestations de maintenance, d'intégration, éventuellement de formation qui sont associées. Et puis, l'objectif aussi, c'est que vous puissiez commander directement sur bon de commande et pas forcément en faisant un appel d'offres ou en faisant une procédure concurrentielle. Voilà. Si vous avez des questions, évidemment, sur le marché Elodie, vous n'hésitez pas à me contacter. Hein. Je crois que mes coordonnées elles étaient sur la slide précédente.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire très rapidement pour pas trop prendre de temps et pour permettre justement de répondre aux questions principales de tous les adhérents qui sont. Merci, merci. C'est le moment des questions. J'ai quelques questions qui apparaissent. Les deux premières vont être adressées un peu, William. On nous demande, en termes de durée des projets, que ce soit la gestion des accès SSO ou la gestion des identités, est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Et aussi, on nous demande en termes de connecteurs automatiques de provisioning, qu'est-ce que vous avez mis en place? Que je te laisse dans l'ordre où tu le souhaites. Oui, alors sur le projet, il faut bien dissocier quand même la partie IAM de la partie SSO. On n'est pas sur les mêmes projets. Le SSO est quand même plus un projet technique. L'IAM, on l'a dit, est un projet organisationnel. Alors, je vais vous donner le planning qu'on a mené au CHMS. Il faut savoir que c'était un projet quand même qui s'est mené, je pense, assez rapidement parce qu'on est dans un contexte d'ouverture d'un nouvel hôpital et qu'on était contraint par ce temps-là. Donc, il y a eu, voilà, vous avez vu un gros projet et les gens étaient quand même investis. Il faut compter à peu près, en tout cas pour nous, on a compté à peu près 9 mois pour mettre en place un IAM fonctionnel avec un périmètre de provisioning de 4-5 applications, alors applications métiers et à peu près 5-6 services associés, donc une dizaine de provisioning. 9 mois. Le projet SSO est un projet qui va dépendre complètement de la taille de votre établissement, de la taille du nombre d'utilisateurs que vous voulez équiper et de la façon dont vous voulez le faire. Nous, on y va progressivement. Ça fait à peu près un an. Ça fait à peu près un an qu'on a terminé. Donc, on a mené ça sur 2 ans, mais c'est très propre à notre organisation parce qu'on y allait par étape, par établissement, et qu'on a 5000 utilisateurs à équiper en SSO. Voilà. Sur la partie, la deuxième question, Kamel, c'était la partie provisioning, c'est ça, hein? C'est ça, ouais, le type de connecteur de provisioning que vous avez mis en place. Donc aujourd'hui, on a une dizaine d'applications connectées, des applications très propres au monde de la santé, si je donne les noms comme ça, mais ça parlera peut-être à mes collègues. On a provisionné la gestion des affaires financières, la GEF, qui s'appelle MAC2. On a provisionné le dossier patient, le logiciel de gamme, donc de gestion administrative. Et on a équipé donc le logiciel de gestion d'accès physique qui s'appelle ARD Access, le self qui s'appelle Rico. Voilà. Bon, je ne vais pas citer tous les noms, c'est pas très intéressant, mais pour vous dire quand même qu'on a pu intégrer énormément de solutions et des solutions qui n'étaient pas forcément faites pour ça. Ça, c'est lié à la flexibilité de l'IAM qui permet de faire de l'intégration directe via SQL ou voilà. Donc on peut faire, je pense, beaucoup de choses et nous on en a fait quand même pas mal. Ouais. Oussama, tu peux peut-être nous dire 2-3 mots sur le type de connecteur qu'on peut adresser avec notre solution? Exactement. Donc sur MPP, on va trouver un ensemble de connecteurs natifs qui vont répondre principalement qui vont adresser les applications qu'on va trouver le plus souvent sur le marché, que ce soit de l'Exchange, l'Office 365 par exemple, de l'AD, de la S400 ou autre. Donc voilà, vous pouvez trouver la liste exhaustive si vous la voulez, on peut vous l'envoyer. Mais en plus, on a la possibilité bien évidemment de personnaliser, d'avoir notre propre connecteur, puisqu'on a des connecteurs génériques, comme on a cité William, la partie connecteur avec une base données, avec de l'SQL, on peut faire du scheme, on peut consommer des API REST, etc. Donc, on peut carrément tout faire avec la partie connecteur. Voilà. Ouais, en gros, c'est vraiment, on est vraiment coincé seulement si l'éditeur en face souhaite que son application soit une boîte noire et qu'on ne puisse pas y accéder par aucun moyen. Ou sinon, on trouve toujours une solution pour pouvoir s'interfacer. Bien sûr. Ouais. J'avais une autre question. Alors, oui, on nous demande, avez-vous des accès self-service aux agents via l'IAM? Si oui, les agents ont-ils la possibilité de demander de nouveaux accès, modifier leurs ressources, exemple password, AD, plaque d'immatriculation, ou des infos personnelles, téléphone pour plan blanc? Je peux te laisser commencer à y répondre, William? Oui. Alors, on n'a pas ouvert le self-service aux utilisateurs. Par contre, on l'a ouvert à l'encadrement.
à l'encadrement et à des référents métiers. Pour répondre à la question, notamment sur la partie plaque d'immatriculation, c'est marrant que la question se pose parce que c'est assez spécifique, mais en effet, si vous avez une gestion un lecteur de plaque d'immatriculation qui permet d'ouvrir une porte, d'ouvrir un portail, excusez-moi, vous pouvez très bien laisser l'agent saisir lui-même sa plaque d'immatriculation dans un champ attribué et puis le retraiter dans du provisioning et alimenter des... Donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. On ne l'a pas fait, mais on aurait pu le faire. On l'a étudié. La notion de self-service, elle existe, pas au niveau de l'employé chez nous, mais elle existe. Sur les infos personnelles, l'IM a une fonction annuaire. Je sais qu'il y a une fonction plan blanc. Hein, je ne sais pas si Kamel ou Osama pourra le repréciser, mais nous, on ne l'utilise pas, mais je sais qu'elle existe. Oui, il y a une fonction plan blanc donc, qui a été mise en place maintenant il y a très longtemps. Je crois que c'était pour la grippe A, avant les années 2010. Donc, c'est une fonction qui est réutilisée, malheureusement, actuellement avec le contexte sanitaire qu'on traverse. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet de gérer ces cas de crise. Alors, je continue à prendre les questions un peu au fil de l'eau. Alors, on nous demande est-ce que vous avez fait du HL7 sur ce projet? Oui, non, moi ça me parle. HL7, c'est une norme très connue dans le domaine de la santé. Alors, pour répondre à Sylvain, non, on n'a pas fait d'HL7 au sein de MPP. Je réfléchis en même temps. En effet, je vois un petit peu où vous voulez en venir. C'est que potentiellement, ça pourrait remplacer un EAI. Le moteur MPP pourrait faire du provisioning HL7. Je le vois particulièrement peut-être pour du provisioning de création d'utilisateurs, où on pourrait, si le logiciel le permet, faire du HL7. Alors, il faut savoir que le moteur Meibo, hein, c'est donc le moteur qui gère le provisioning, est un moteur complètement malléable. Il faut mettre les mains dedans, hein, c'est clairement, on rentre quand même dans de la prog, pardon, mais on pourrait très bien générer du HL7 via Meibo et faire du dépôt de fichiers ou du socket. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on a un EAI qui est là pour ça, mais je ne pense pas que ça poserait problème. Vu le fonctionnement, vu l'infrastructure de Meibo People Pack. D'accord. Merci William pour cette partie HL7. On a une question, on en avait parlé ensemble, William, déjà, donc sur la conduite du changement, tu souhaitais dire quelques mots, c'est le moment, auprès des équipes techniques ou des utilisateurs. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Bien sûr. Donc, sur la conduite du changement, elle est typique de ces projets d'organisation. Hein, c'est que, comme je vous l'ai dit, hein, il faut bien intégrer les acteurs. Il faut aussi être capable de leur vendre des tâches supplémentaires. Je crois que quelqu'un a posé la question au tout départ qui demandait la charge en ETP sur cette gestion-là. Alors, elle est difficilement mesurable parce qu'elle est éclatée entre les services. Hein. Alors, ce n'est pas la DSIO hein, qui va subir le plus de travail. Ceux qui aujourd'hui mesurent le plus l'augmentation de la réactivité, c'est ceux qui sont à l'impression des supports hein, sur les pôles d'impression, donc notamment la DRH, où là, c'est sûr qu'on est arrivé quand même avec des tâches supplémentaires, mais on a amené du service, donc c'est normal que derrière, il y avait des tâches d'administration supplémentaires. Elles sont compensées globalement par on l'a dit, hein, par l'automatisation, mais elles ne sont pas forcément chez les mêmes personnes. Donc, la conduite du changement, elle est aussi vers ça. Elle est vers réétudier aussi où vont être amenées les nouvelles ressources. Il y a aussi une création de poste qui doit s'étudier, qui est cet administrateur MPP. Où le situer? Est-ce qu'il est plutôt sur la DSI? Est-ce qu'il est plutôt sur la partie RH? Non, c'est sûr que on a parlé du retour sur investissement, mais voilà, pour être très franc, il faut pas sous-estimer la charge de travail aussi que ça apporte en termes d'administration. Aujourd'hui, c'est difficile de vous le mesurer.
sur un établissement comme le nôtre, je pense qu'on va être sur, on va dire, sur la partie pure administration MPP, on va être peut-être sur un 0,2 ETP. C'est pas très chronophage, hein, à part en mode projet où vous démarrez des nouveaux provisioning. Après, voilà, il y a tous les petits à côté, hein, les impressions des badges, voilà. Et c'est vrai que ceux qui se sont le plus plaints, et je pense que c'est ceux qu'il faut le plus accompagner, c'est les RH. Parce que, on l'a dit, ils sont au centre du projet, mais ils sont aussi ceux qui vont le plus être impactés par la mise en place d'un IAM. Oui, c'est vrai. Et c'est eux, par contre, d'un autre côté, qui vont bénéficier donc un agent hospitalier donc content parce que son processus d'arrivée s'est bien déroulé. Ça va remonter au niveau de la direction des ressources humaines et c'est eux qui vont bénéficier de ce projet-là également. C'est pas un projet seulement informatique. Oussama, j'ai une question sur la gestion des accès. On nous demande en termes de fédération d'identité, qu'est-ce qu'on supporte comme protocole? Donc, en fait, sur Sign & Go Global SSO, on va supporter l'ensemble des standards de la fédération d'identité. C'est-à-dire, quand je parle des standards, on parle de O2, d'OpenID Connect, de SAML, de WSFed. Et du coup, on va pouvoir enrôler toutes les applications qui vont être compatibles avec ces standards-là. Par exemple, l'Office 365 qui est utilisé, qui est très utilisé dans le monde de la santé aussi. Et aussi, on peut jouer les deux rôles. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que dans la fédération d'identité, il y a une partie, on va dire, fournisseur d'identité pour l'entité qui authentifie l'utilisateur et qui ensuite génère ce qu'on appelle un jeton d'identité pour le transmettre aux applications. Donc, on peut jouer ce rôle-là. Mais on peut aussi jouer le rôle de ce qu'on appelle un fournisseur de services. Et à ce moment-là, donc, on aura la possibilité de déléguer l'authentification et l'autorisation à d'autres entités qui vont aussi pouvoir parler ces standards de fédération. Par exemple, on peut imaginer dans le monde de la santé rediriger l'utilisateur vers ProSanté Connect pour s'authentifier dessus et ensuite on récupère l'identité qui est générée par ProSanté Connect. Merci Oussama. Alors, on a tout un tas de questions. Je suis désolé, on va pas pouvoir tout y répondre. Je vous invite à vous rapprocher de nous, donc via notre site web, via une demande de contact ou de William, donc qui accepte gentiment de répondre à quelques questions sur son retour d'expérience, en plus de ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, il y a son lien LinkedIn qui s'affiche à l'écran. Alors, je vais réagrandir. Voilà, donc vous pouvez contacter William si vous le souhaitez. Ce webinaire, il sera disponible en replay très bientôt sur notre site web si vous voulez le partager avec vos collègues. Et puis, on vous remercie de votre présence et j'espère que ça a apporté des réponses aux questions que vous pouviez vous poser sur la gestion des identités et des accès. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Alors oui, comme l'a dit Kamel, n'hésitez pas à me contacter. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient arrivées un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. J'y répondrai avec grand plaisir si j'en suis capable. Et merci à Ilex pour cette invitation. C'était très sympathique. Je vous remercie. Tout le plaisir était pour nous. Merci William. Merci. Merci beaucoup.